C'est vrai, c'est fort, c'est fort. Tu n'es pas cyclope pour rien, c'est... Tu nous fais une démonstration, vas-y. Salut à tous et à toutes et bienvenue dans Clone Web, l'émission. Excuse-moi, mais t'es qui? Jean-Victor? Ah ok. Non, vous ne rêvez pas. Après 2 ans de suite et essayer de faire une émission en direct du Festival de Cannes, on a décidé cette année de ne pas manquer le mois de mai. Bon, c'est aussi parce qu'on va pas à Cannes. Et comme en avril, on s'est fait un peu taper sous les doigts après avoir démonté 3 films de suite. En même temps, c'est pas ma faute si je pensais que Pandémie allait être bien. On s'est dit que revenir avec des petites trouvailles une nouvelle fois sorties en catimini serait bien plus productif. Alors, comme dirait l'autre... Allez, c'est parti, c'est que de l'amour, on y va! Hey, honey. You want a party? Doug, it's a weekday. Vous en avez marre du cycle métro-boulot-dodo? Vous trouvez votre existence bien terne après vous être réjoui de la stabilité de votre situation et la routine familiale avec les impératifs qui l'accompagnent commence à vous peser sur le système. Ça tombe bien, vous n'êtes pas tout seul. Bon, je sais, ce n'est pas vraiment le scoop du siècle, sauf que ces banalités peuvent trouver des solutions rapides et efficaces pour peu que vous n'ayez pas peur des conséquences. Ok. C'est en tout cas ce que nous racontent Sam Rockwell et Olivia Wilde dans une nouvelle sortie DTV, Better Living Through Chemistry, qui s'appelle en français Blonde sur ordonnance. C'est quoi ce titre de... Dans les énigmes autour du monde du DTV, cette petite comédie fait une entrée fracassante, tant on a du mal à imaginer comment un film avec Sam Rockwell, Olivia Wilde, Michelle Monaghan et même Ray Liotta, excusez du peu, a pu sortir aussi discrètement. Beaucoup seraient tentés de dire que le résultat doit être naze, et pourtant on en est loin, même s'il n'y a rien d'indispensable ici. Archétype même du type trop gentil qui s'est fait doucement ronger l'existence jusqu'à être coincé dans son quotidien, le personnage de Sam Rockwell est un monsieur tout le monde bien sous tout rapport, qui a tout cédé à sa femme tyrannique, au point d'en devenir la victime. Autrement dit, elle lui a pris ses couilles. It's called being a man, Doug. Give it a try. Peu respecté par elle, pas plus par son beau-père qui lui cède sa pharmacie tout en l'empêchant de la personnaliser, et pris par un bonnet par à peu près tout son entourage, le bougre est au bord de l'implosion, jusqu'au jour où la sublime Olivia Wilde va lui mettre le feu et le pousser à remodeler son train de vie à coups de médoc. That's illegal. Of course it is. Ce serait oublier la première règle du dealer, à savoir ne jamais toucher à la marchandise, mais quitte à être pharmacien et spécialiste en chimie, pourquoi refuser quelques cocktails revigorants? Ce qu'il y a de sympathique dans Better Living Through Chemistry, et non je ne redirai pas le titre français de ce film, c'est qu'on est face à une comédie relativement grand public qui possède pourtant un brin de subversion. Ah bah les conventions sociales et les idées préconçues, tel est le message de cette histoire qui reste concrètement très propre sur elle, sans doute un peu trop, et qui pourtant sait se faire immédiatement sympathique tant elle aime à chatouiller la bien-pensance la plus nauséabonde qui soit. Dans le rôle de la victime qui se rebelle contre toute forme de pression sociale, Sam Rockwell est comme un poisson dans l'eau, la nonchalance de l'acteur collant merveilleusement bien à ce mélange de fatigue et d'exaspération vécu par ce héros, qui va bien évidemment s'émerveiller des parties de jambes en l'air avec sa nouvelle muse, et surtout renouer avec son fils en pleine crise d'adolescence. Retomber en enfance pour mieux secouer l'âge adulte, où l'un des thèmes centraux comme le prouve le générique du film, qui reconstitue la petite banlieue pavillonnaire de l'histoire, sous forme de maison de poupée, et qui permet de conserver une part d'intégrité dans le message, lorsque la morale revient au galop, dans une dernière partie plus consensuelle malheureusement, l'œuvre ayant du mal à maintenir sa douce fantaisie trop longtemps. Hurry up, Doug. C'est d'ailleurs le principal reproche que l'on peut faire à la chose, jamais son désir de transgression ne va bien loin, comme si Titi, le modèle sociétal, lui suffisait amplement, de peur de trop s'y frotter. C'est le signe d'une incapacité à assumer complètement son délire, à l'image d'une mise en scène carrée et illustrative qui ne s'aventure jamais dans les délires psychédéliques de ses personnages, se limitant à du clip gentil et avec une petite musique old school pour faire l'illusion. Malgré ça, le film se part d'une narration en voix off omnisciente, donnant des airs de conte moderne à un récit qui n'en a clairement pas l'ampleur, mais qui se satisfait dans la glorification d'un loser qui décide que son tour est arrivé et que la chance va lui sourire coûte que coûte. Et mine de rien, parce qu'on ne peut pas résister à un père qui décide d'aller saboter des magasins à coups de shuriken avec son fiston, ou de plomber un concours local en se shootant à mort lors de sa participation, Better Living Through Chemistry et son héros gagnent notre sympathie. That's great. You're great. Oh. Yeah. C'est sûr, le récit repose sur des retournements de situation prévisibles à des kilomètres, fait bien attention de pas trop bousculer les règles, et n'est fondamentalement jamais trash.
Pourtant, ce film de sale gosse assez gentil nous rappelle qu'on a le droit de dire non, et il le fait avec un minimum de coolitude pour que ça marche. Donc vous aussi, hein, chez vous, si vous ne l'avez jamais fait, dites non. Juste comme ça, votre femme arrive, chez non. Non, voilà, ça fait du bien. Okay. Alors si vous cherchez une petite comédie sympathique et rien de plus, ça devrait largement faire le taf. En revanche, si vous voulez du gros délire de mec complètement camé, non. En ce moment, les high concepts ont vachement la cote, car il est vrai que ça a l'air bien plus facile de trouver une seule idée et de construire un film entier dessus, plutôt que de se casser la tête à faire un scénario complexe avec diverses intrigues et les rebondissements qui vont bien. C'est vite oublié qu'un concept, ça se travaille, et plutôt 2 fois qu'une, puisqu'en général, la simplicité de son dispositif exige une vraie intelligence d'écriture et de mise en scène. Ce mois-ci, c'est Elijah Wood qui va en faire les frais, puisque dans le Grand Piano, notre hobbit préféré va vite se rendre compte que le concept du film n'était pas si facile que ça. Déjà, il faut savoir que notre Elijah, il adore les high concepts et ne fait presque plus que ça. Après Maniac et sa vue subjective du début à la fin, et après Open Windows qui se déroulait entièrement sur l'écran d'ordinateur de son héros, le voilà désormais derrière un autre film au principe aussi casse-gueule que farfelu. Présenté en ouverture du festival de Sitges l'an dernier, Grand Piano est le genre de film ultra alléchant sur le papier par la simplicité de son pitch. C'est l'histoire d'un des pianistes les plus talentueux de son époque qui revient après 5 ans d'absence pour un concert d'exception. Jusqu'ici, tout va bien, sauf qu'une fois le concert commencé, le musicien découvre sur sa partition une annotation pas très rassurante. Tout de suite, ça pose des enjeux drastiquement pour un film dont le défi est de mettre en scène le dit concert en maintenant l'attention sur toute sa durée et sans jamais être redondant. Et après tout, si Joel Schumacher a réussi le pari avec une cabine téléphonique, ou plus récemment Rodrigo Cortés avec carrément un cercueil, une scène de concert, c'est franchement le grand luxe. Seulement voilà, la solution trouvée par les scénaristes et le réalisateur afin de réussir leur pari est un peu dérangeante, puisqu'elle consiste à voir Elijah Wood faire plein de choses, sauf du piano. Déjà, il justifie ça assez bêtement avec des partitions orchestrales ne contenant que de succinctes parties de piano, ce qui est déjà assez étrange quand le concert est censé être un événement monté autour du pianiste en tête d'affiche. Une arnaque pour les spectateurs, qui sont non seulement venus voir un pianiste qui ne cesse de sortir de scène, et qui en plus sont obligés de se taper un plagiat pas très discret de la partition de Hans Zimmer sur Inception. Démonstration. Grand piano. Inception. Je sais pas, c'est un petit peu... Après tout, on sait qu'il y a beaucoup d'amateurs de Zimmer sur cette terre, donc pourquoi pas. Seulement pendant ce temps-là, notre ami Elijah fait des allers-retours dans les loges, visite les lieux et discute avec le méchant dans son oreillette, etc., etc. Bref, il ne joue pas vraiment. Et ce n'est peut-être pas si mal, car quand le musicien revient enfin devant ses touches en noir et blanc, il trouve une fois de plus le moyen de faire autre chose. Putain, il est fort. Le héros est tellement fort au piano par exemple qu'il arrive déjà à tenir la conversation avec le bad guy tout en jouant des morceaux censés être extrêmement compliqués, mais plus fort encore, il en arrive même à taper des textos tout en jouant. C'est peu dire que la suspension d'incrédulité a foutu le camp en moins de 2, et quand le film n'essaie pas de trouver des occupations variées au héros, il se focalise sur les amis de celui-ci, à savoir des personnages complètement crétins et beaufs qui ne servent que de chair à canon pour caser quelques scènes de meurtre façon giallo du pauvre. Quelque part, on comprend la démarche car les quelques phases de piano à proprement parler, parce que oui, il lui arrive de jouer un peu, tombent rapidement dans l'esbroufe visuelle la plus totale, avec des grands mouvements de caméra dans tous les sens, et vas-y que je rentre dans le piano pour te montrer des mécanismes d'horloge dont on se demande encore ce qu'ils foutent là. En bon sous de Palma qui revendique fièrement ses influences massues, Eugenio Mira nous déroule toutes ses gammes avec des split screen, des images à l'éclairage pété au néon, des zooms en pagaille et bien sûr des mouvements de grue parce que ça fait classe. Tout ça c'est bien beau, mais ça sent surtout le type qui multiplie les effets plus qu'il ne les maîtrise, tant sa réalisation sonne assez vaine au final, même si elle n'est pas désagréable pour autant. Oh, that was embarrassing.
Ajoutez à tout ça des aberrations scénaristiques assez folles, ou comment le personnage qui a une tablette en Wi-Fi préfère réécrire de tête les notes d'un morceau en le réécoutant sur le net plutôt que d'aller chercher directement la partition, et vous obtenez 1h15 de thriller mal troussé, dont le grand n'importe quoi général finit par rendre l'entreprise assez fun malgré elle. Ça m'étonnerait que ce soit l'effet escompté au départ, mais quitte à ne pas prendre la chose au sérieux, autant se marrer devant celle-ci, même si Elijah Wood se défonce comme il peut pour être crédible dans son rôle. La prochaine fois, on espère juste qu'il ne sera pas tout seul à s'investir autant. So many battles waged over the years. And yet, none of them like this. Are we destined to destroy each other? Or can we change who we are and unite? Is the future truly set? Et nous voici dans la troisième partie de l'émission, pour laquelle on accueille Monsieur Mathieu Cook. Bonjour. Bonjour. Tu écris sur cinéshow.fr. Tout à fait. Tu as mis des lunettes, et c'est pas pour rien. Et oui. Avec toi, nous allons parler, pas de Monsieur Lunettes en l'occurrence, mais presque de X-Men Days of Future Past. Les X-Men reviennent de très loin, parce qu'il y a eu X-Men 3, après il y a eu X-Men Origins, et il y a eu un truc qui s'appelait First Class qui était pas mal, et ben maintenant, Bryan Singer, le maître, revient pour remettre tout ça à l'équerre, donc histoire de voyage temporel, etc. Est-ce que c'était une bonne idée? Le film ou de remettre Bryan Singer? Les deux. Alors, déjà de remettre Bryan Singer, c'était quand même globalement une bonne idée. Le mec commence, fait Terminator avec les X-Men, et donc le principe du film c'est un peu Terminator, c'est-à-dire qu'ils vont envoyer Wolverine dans le passé pour changer le futur. C'est ça. Et du coup, le futur n'existera plus. Donc après, on pourrait En aussi tout cas, se ça poser sera la question, est-ce que les films qu'on a vus en fait existent dans le futur de Days of Future Past? Enfin, on se pose C'est tout comme toujours avec ce film, on se pose 1000 questions sur ces problèmes-là. Mais donc les personnages ne transitent pas d'une période à l'autre, ils se rencontrent pas fondamentalement, puisque c'est le Wolverine de 2032 qui va être envoyé, en tout cas la conscience de Wolverine de 2032 qui va être envoyée dans le passé, dans le corps de l'époque, pour essayer d'influer sur le futur, sachant qu'en fait une action dans le passé a été la clé qui a généré en fait toute la guerre des mutants et qui cause en fait l'extermination des mutants. On spoile pas en disant ça parce que c'est pitché dans la bande-annonce, mais le concept c'est ça. Donc il y a un seul mutant en fait qui traverse le temps, c'est Wolverine. C'est notre bon ami Wolverine. Sachant que je crois avoir lu, et encore une fois je m'en remets dans l'expertise, mais il me semble que dans le comics de base, en fait c'est Kitty Pryde qui voyage dans le temps. Alors écoute, je pourrais pas te dire précisément, mais il me semble que ouais. Il me semble que donc ça aurait dû être Ellen Page, mais Ellen Page est, même si elle est connue, elle est moins empathique que notre bon ami Hugh Jackman. Ouais, et puis en plus là, tu soulèves un truc assez intéressant au niveau de l'adaptation, c'est quand même, malgré tout aujourd'hui, même quand tu prends par exemple ce que fait Marvel Studios, il reste très très proche des comic books, ils adaptent des arcs, etc. Ce que fait Bryan Singer, mais il a l'intelligence d'un Jackson par exemple, c'est qu'il a quand même créé un univers cinématographique qui a ses règles à lui, et il tord le comics pour le plier justement à ses règles. Pour arriver à avoir un truc qui soit pas complètement capillotracté, donc il arrive à expliquer des choses pas évidentes de base et à les rendre assez cohérentes dans son propre univers qu'il a créé. Donc, sachant que comme Wolverine a quand même toujours été un peu le conducteur, le fait de le retrouver là, c'est pas dérangeant. C'est pas dérangeant. Surtout qu'il y a beaucoup de gens qui reprochaient au premier X-Men d'être trop centré sur Wolverine, et là, étonnamment, même si c'est lui le véhicule entre les deux époques, il est pas omniprésent. En fait, le film, le trio principal du film, même si c'est un peu dispatché au niveau des personnages, ça reste quand même c'est James McAvoy et Fassbender des années, donc les personnages des années 70, et le personnage de Mystique, qui sans être qui est joué par Jennifer Lawrence et non plus Rebecca Romijn Stamos. C'est ça. Qui est donc non pas un personnage principal, mais un personnage vraiment clé en fait de l'intrigue. Donc elle est très présente à l'écran, mais c'est pas elle qui porte le film. Where's Eric? I'm on my own now. Moi je trouve que le film est globalement très bien. Ceci étant, moi j'attendais vraiment un film exceptionnel, et le film n'est juste, entre guillemets, que très bien. C'est-à-dire que... c'est là où nos avis divergent un tout petit peu. Voilà. Après, donc c'est quand même un film, le film pue la classe à plein de niveaux, c'est effectivement infiniment plus sérieux qu'un Marvel Studios, ça se consomme vraiment très bien, au niveau des thématiques de fond, c'est hyper riche. Maintenant, le film n'est pas, à mon sens, exempt de défauts, notamment parce que il y a des choses qui sont pas assez développées, ou alors ils ont essayé de viser un peu large, mais ils développent pas des choses ou pour des problématiques. C'est-à-dire que le mec a un petit peu les défauts de son ambition, à savoir de tout remettre à plat, sachant que Brett Ratner est passé avant lui et qu'évidemment dans ce genre de truc ça fout un sacré bordel.
Et donc son idée de base de changer le passé pour refaire le futur, c'est pas con, mais effectivement ça soulève comme toujours avec ce genre d'intrigue des tas de questions auxquelles il peut pas y répondre à toutes parce que sinon il passerait 20 minutes de film à faire que ça, et est-ce que c'est franchement intéressant, je suis pas sûr. Maintenant par rapport à son récit qui était quand même hyper complexe, il s'en sort, je trouve, assez bien, même admirablement bien. Il s'en sort, en fait, le récit aurait pu être complexe et il évite, entre guillemets, aussi les écueils de putain, mais il voyage dans le temps et donc je vais avoir what milliard de trucs pas logiques. Et ça, alors j'ai vu le film qu'une fois, donc je pense qu'il faudrait le re-regarder pour trouver des défauts et je pense que ça doit se trouver. Mais en tout cas, quand on regarde le film comme ça saute pas aux yeux. Moi, ce qui m'a plus fondamentalement dérangé, c'est d'un point de vue, on va dire, image, le film. Notamment, se passe beaucoup dans le passé et un peu dans le futur. Donc, il y a la scène d'introduction qui est assez monstrueuse, se passe dans le futur. Et qui, pour le coup, est vraiment dans le son de Terminator. Donc, genre, c'est assez court, il n'y a pas beaucoup de plans, mais le mec, en gros, en 3 plans, t'expose très bien son futur, t'as compris l'idée et il va. C'est ça. Mais après, je trouve quand même que, notamment dans le final, sans spoiler encore une fois, le mec reste. Enfin, on sent, et je trouve que ça se voit visuellement, que les mecs, ils avaient un seul décor pour faire le futur et qu'ils ont tout fait dedans, quoi. Et en fait, je trouve qu'à un moment, ça manque d'ouverture, c'est-à-dire qu'ils sont coincés dans une sorte de temple chinois, et en fait, tout le futur est résumé à ça. Alors qu'on parle d'un futur apocalyptique, donc effectivement, on peut faire du parallèle avec Terminator, où en fait, on voit simplement des plans de machines, mais quelque part, c'est juste une introduction. Là, il y a énormément de personnages, on voit les voix qui courent un peu, on voit des plans de la ville, en fait, ça reste très concentré, et en fait, c'est pas forcément un défaut, mais je trouve que ça génère une frustration, puisqu'en fait tous les personnages que l'on a appris à connaître dans les premiers X-Men, en fait ils ont une non-amplitude de mouvement dans ce film qui est relativement frustrante. Donc on les voit courir un peu partout, on voit les mêmes images entre le début et la fin, et je trouve que c'est un tout petit peu frustrant de ne pas voir un peu plus ce futur apocalyptique. Ah, c'est compréhensible. Après, je pense que c'est vraiment son point de vue à lui d'exposer ce futur-là très simplement et de dire voilà, on part de ce principe-là pour refaire le passé et ensuite repartir sur des bases fraîches. Fondamentalement, le film a un petit peu un passage à relais, c'est-à-dire que ces personnages-là sont pas aussi centraux qu'on pouvait le penser, mais c'est un peu comme un Star Trek Generations où les deux générations se rencontrent, voilà, et on passe définitivement le flambeau. Et je trouve qu'il arrive quand même, enfin bon, on va pas spoiler le film, mais je trouve qu'il arrive quand même à faire ça sans. Si tu veux, les personnages sont tous creusés, y a pas de. T'as pas le sentiment que c'est juste du caméo pour du caméo et de la présence. Non, mais après, effectivement, moi le film il joue bien, en fait, c'est encore une fois, c'est toujours la même chose, c'est la même chose tout le temps, c'est la dualité entre. Enfin, c'est même pas la dualité entre deux personnages qui sont hyper manichéens, en fait, c'est deux personnages qui s'opposent parce que, en fait, c'est. Ils s'aiment fondamentalement, mais en fait ils ne représentent pas les mêmes valeurs. En fait, et ce sont l'incarnation de deux visions du monde différents et de deux valeurs. Et en fait c'est ça qui est relativement fort, c'est pas il y a le méchant parce qu'il est méchant et il veut tuer tout le monde, machin, mais il veut tuer tout le monde pour une raison qui est bien précise et pour sa vision du monde. Fondamentalement, tu peux autant t'identifier à Magneto que à Professeur Xavier. Voilà, donc c'est assez facile de trouver de l'empathie pour l'un, et le film est suffisamment malin pour pas juger ni l'un ni l'autre en fait. Après, ce qui est assez intéressant aussi, c'est que tout en restant dans un environnement qui est plutôt intelligent et qui était hyper bordélique, il arrive quand même à délivrer son côté blockbuster d'action. C'est ce que j'allais dire, parce qu'on parle depuis tout à l'heure de beaucoup de personnages, mais ce qui est là où je trouve le film fondamentalement réjouissant en tant que spectateur, c'est que contrairement à Avengers, et pour le coup ça me fait plus penser à du Spider-Man 3, le mec arrive à gérer son équipe entière et tous les paramètres, tous les personnages, tous les pouvoirs des scènes d'action à merveille, quoi. Ils interagissent constamment entre eux, ils mélangent leurs pouvoirs, ce qui donne des nouveaux trucs. En plus, ils sont face à des ennemis qui adoptent leurs pouvoirs aussi, donc ça devient un bordel monstre. Et tout ça donne des scènes d'action qui sont hyper ludiques. On peut faire ça rapprocher ça de Sam Raimi, où en fait il invente aussi quasiment des façons de filmer ces personnages qui sont assez jouissifs quand on est confronté à ces séquences-là. Donc non, c'est un bon film. Moi, je lui reprocherais quand même un manque. En fait, il y a 3 choses qui m'ont dérangé dans le film. Il y a ce que je disais, c'est le fait que le futur finalement soit assez restreint d'un point de vue spatialisation. Il y a aussi le fait que les méchants, en fait, il n'y en a pas vraiment. Comme c'est plus nuancé dans le Provo, comme c'est pas aussi manichéen, finalement, il n'y a pas de méchants tel quel, il y a plusieurs méchants comme il y a plusieurs gentils, et tout ça peut un peu changer aussi. Et du coup, en fait, on peut ressentir une sorte un peu de manque. Dans les premiers X-Men, on n'aime pas Magneto parce que c'est l'incarnation du mal, et là, on a quelque part la haine qu'on aime avoir pour ce méchant-là, on n'est pas capable de la donner en fait sur un personnage. Et donc là, ça peut générer une frustration.
Et le troisième point, c'est je trouve que le film manque, encore une fois, même s'il est de très haute volée, il manque un peu d'émotion. Ah, je suis pas d'accord, moi pour le coup je trouve que la fin justement et la manière qu'il a de passer le flambeau est assez belle quoi. Comme on passe tout le film à les voir pour la plupart jeunes, en fait la fin qui revient évidemment un peu avec le futur, avec les personnages vieux, t'as un rapport d'identification qui est immédiat en plus de toute leur histoire dans les autres films. Ouais, je trouve qu'il joue hyper bien là-dessus quoi. En fait je sais pas, il n'y a pas une scène qui est arrivée et qui est arrivée à canaliser mon émotion et vraiment qui m'a touché. Je me suis dit ah c'est cool, ah c'est bien. Mais j'ai pas frissonné. Je me suis juste dit waouh, c'est hyper classe, mais j'ai pas frissonné. You and I are gonna be good friends. You just don't know it yet. En tout cas, ouais, X-Men Days of Future Past, c'est un putain de bon film, qui l'est encore plus parce que globalement depuis des années on nous sort de la daube, donc en fait finalement... Ou des trucs qui sont sympas mais qui sont pas hippie, ou voilà. Quand on nous sort un film comme ça, plutôt sérieux, bien emballé, bien compact, avec un fond et une forme qui sont aussi bien, c'est plutôt plaisant et on aurait quand même tort de s'en passer. In the future. Do I make it? No. C'est la fin de cette émission du mois de mai dans laquelle on vous a tout d'abord parlé en sortie DVD de Better Living Through Chemistry, ce qui est un bien meilleur titre que Blonde sur Ordonnance. Bon, ne vous fiez pas au titre français qui est absolument horrible, c'est voilà, une petite comédie de sale gosse plutôt sympa, ça casse pas trop patin à un canard, mais on passe un plutôt bon moment, et puis il y a Olivia Wilde qui est toujours un bon argument pour ces messieurs. Ensuite, grand piano avec notre ami Elijah Wood. C'est le bordel, mais ma foi ça passe plutôt bien, en plus ça dure 1h15, donc vous avez, si limite ça vous fait suer, ça passe quand même très très vite. Et enfin, X-Men Days of Future Past. Qui est un bon film, qui n'est pas le meilleur film de l'univers, mais si on devait comparer un film de super-héros par rapport à Amazing Spider-Man 2, c'est... Et même à plein d'autres. Et même à plein d'autres, c'est à peu près 1000 fois mieux. C'est la grande classe, on peut le dire. C'est la grande classe. Voilà, donc bon, c'est que vous irez le voir, mais quand même, ça mérite vraiment le coup. Enfin, ça vaut vraiment le coup. Et en parlant d'X-Men, puisque je suis quand même accompagné par Monsieur Cyclope, on dirait pas comme ça, mais si, on signale la sortie, évidemment, ils profitent de la sortie du film pour sortir plein de BD, et il se trouve que Panini Comics commence à faire comme leur concurrente chez Urban, à faire des espèces d'anthologies. Ils en ont fait une sur les X-Men qui coûte à peu près 35 balles, et dedans vous avez tout, enfin plein de petites histoires, mais des grands moments des X-Men, donc si vous voulez un peu retomber dans les X-Men, c'est le genre d'ouvrage parfait. Et enfin, pour terminer encore une fois avec un très très bon film qui sort en DVD, il me semble qu'un petit auteur qui s'appelle Martin Scorsese sort son Loup de Wall Street. Sort le Loup de Wall Street, donc je crois qu'il y a plein d'éditions DVD, Blu-ray, ouais, collector, voilà, avec des versions Director's Cut, avec encore plus de putes, encore plus de coke et encore plus d'argent. Donc voilà. Du bonheur. C'est que du bonheur. Voilà, si vous l'avez raté... Euphorie totale pendant 3 heures, 4 heures, faut voir, mais sans jamais dire que ce que cet homme-là fait est bien. C'est ça le... Et en faisant confiance à l'intelligence des spectateurs, parce que les Américains n'ont pas d'ailleurs rendu honneur à... Il y avait trop de fuck dans le film déjà. Il y avait trop de fuck. C'était pas la peine. Voilà, ils ont pas forcément bien perçu le film, mais ça reste un putain de bon film. Et la preuve que DiCaprio aurait mérité l'Oscar. Je sais pas, en fait, de toute façon il aurait tellement dû mériter l'Oscar depuis des lustres, c'est pas faux. C'est un peu le running gag maintenant, donc oui, il était excellent dans le film. Et Martin aussi. Et Martin aussi, Jonah aussi était excellent, voilà, donc il aurait certainement pu avoir l'Oscar, il aurait pu l'avoir pour Shutter Island, il aurait pu l'avoir peut-être pour Inception, il aurait pu l'avoir pour plein d'autres films. Mais bon, en tout cas, que vous l'ayez vu ou non, le Wall Street sort en DVD et ce serait dommage de s'en priver. Exactement. Mathieu, merci beaucoup d'être venu. Eh bien, merci à toi, Jean-Victor. J'espère qu'on te retrouvera très vite pour encore une fois un très bon film de super-héros, parce que ce serait bien d'en avoir plus comme ça. Oui. D'ici là, portez-vous bien, allez au cinéma, allez voir X-Men, et allez voir Godzilla aussi, allez voir... il y a plein de trucs qui sortent, il n'y a pas que le festival de Cannes dans la vie, donc profitez-en, il y a des gros films bien pour une fois. Donc faut en profiter, et portez-vous bien, ciao. Je me suis toujours posé la question, au moment où les pouvoirs de Cyclope sont apparus, parce que j'imagine qu'il n'a pas trouvé ses lunettes tout de suite. Comment il a fait? Donc il a dû foutre un merdier déjà pour se rendre compte qu'il était en train de défoncer tout, parce qu'il voit quoi quand qu'est-ce que je... Non Tu peux me réchauffer ce poulet? Moi je pense surtout à son opticien qui a dû clairement, le mec il devait t'en battre quand il le recevait.
Tu peux regarder dans la machine. Il y a moyen de faire un putain de sketch là-dessus. C'est sur le mec qui lui dit vas-y, tu vois quoi là? Non. Non. Ça fait le 150e opticien qui nous tue. Il va falloir enlever tes lunettes. Non mais... Si mon